Alors comme vous avez pu le percevoir, la conférence va être filmée suite à de nombreuses demandes d'élèves qui n'ont pu venir, qui sont en province. Donc on mettra la vidéo disponible sur l'espace personnel. Alors j'ai l'immense plaisir de vous présenter Luc, qui va arriver. C'était pas calculé, excusez-moi. On a beaucoup répété. Voilà. Luc que j'ai pas vu depuis de nombreuses années, mais qui est resté à l'intérieur avec une grande amitié. Donc j'ai rencontré Luc en 97 lors d'un séminaire sur les travaux d'Hercule, quand il a la chance de vivre directement en Grèce, dans l'inconscient collectif local. Sur l'île de Céphalonie. Voilà, sur une île en plus. Et ça a été une expérience riche de découvrir ces travaux d'Hercule, de découvrir en fait toute la richesse de la mythologie. Donc moi en un mot j'ai fait du grec jusqu'en terminale, donc j'ai baigné un peu dans ce monde-là. Mais là ça portait une autre dimension, de découvrir le sens caché, psychologique en fait de ces grands mythes qui ont construit notre histoire. Je vais laisser Luc se présenter et je suis très heureux de l'accueillir pour cette conférence et cet éveil de Narcisse. Merci. Merci d'être là ce soir. Je vais me présenter rapidement. J'ai une formation scientifique, mais je ne vais pas vous parler de sciences ce soir, rassurez-vous. Et ensuite, je me suis beaucoup intéressé en langage symbolique, à commencer par l'astrologie, la mythologie. Ensuite, j'ai fondé l'Université du Symbole à Paris, qui donne une formation sur le langage symbolique, avec l'idée, au fond, de faire des ponts, en fait. Puisque vous savez que l'hémisphère du cerveau, enfin le cerveau a deux hémisphères, droite-gauche, vous connaissez ça par cœur. L'hémisphère gauche est plutôt dans une logique rationnelle, donc scientifique, et l'hémisphère droit est plutôt dans une logique de sens, une logique synthétique et une perception intuitive des valeurs et du monde du sens. Donc au fond, ce qui se passe, c'est que notre hémisphère gauche est bien outillé pour répondre à la question du comment ça marche, mais mal outillé pour répondre à la question du sens. Et donc tous les outils qu'on a développés aujourd'hui dans les universités traditionnelles, je veux dire classiques, la Sorbonne et autres, ou les grandes écoles, sont des outils cerveau-gauche. Il nous manque aujourd'hui des outils cerveau-droit, c'est-à-dire par quelle approche et quelle méthodologie valider une exploration du monde du sens. Alors, ces outils, il y en a un certain nombre, et la première chose qu'on peut dire, c'est que les langages symboliques sont à l'exploration du monde du sens, ce que sont les mathématiques à l'exploration du monde objectif. En d'autres termes, explorer le monde des symboles permet de mettre de l'ordre et d'organiser l'univers des significations, c'est-à-dire au fond l'univers de l'inconscient et la nature, puisque ce sont deux lieux qui n'ont pas la parole et qui vont s'exprimer à travers des images. La nature ne crie pas, la nature n'a pas de langage et n'a que des images. Et l'inconscient, c'est la même chose, il nous parle par image. Donc au fond, le symbole nous exprime l'organisation du monde du sens. Alors pour positionner un petit peu donc, par rapport à ce qu'on va faire ce soir, je vais vous inviter à explorer ensemble le mythe de Narcisse. Je voudrais auparavant faire un point sur qu'est-ce qu'un mythe et comment le mythe organise notre réalité. Si vous voulez, ce que nous apprend la science, c'est que la nature a une manière très simple de créer le réel, c'est de prendre des briques, de les assembler, de faire un tout, de réassembler ces tout ensemble et faire des tout plus grands encore. Donc dans le monde, on a des atomes. Ces atomes décident de vivre leur vie ensemble pour former des molécules. Les molécules s'assemblent à leur tour pour former des cellules. Les cellules s'assemblent pour former des organes et des organismes. Les organismes s'assemblent pour former des tribus. Et les tribus s'assemblent pour former la biosphère. Vous voyez que tout ça, c'est finalement assez simple. Simplement qu'on a des outils un peu compliqués pour explorer les atomes, ça s'appelle la physique quantique. Explorer la molécule, ça s'appelle la chimie. La biologie étudie la cellule. Organe, organisme, c'est la médecine, c'est la psychologie.
les tribus, c'est la sociologie, c'est l'ethnologie, c'est l'éthologie, et la biosphère, c'est évidemment l'écologie. Donc vous avez tous ces niveaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Alors vous allez me dire où est le symbole là-dedans. Simplement, si je reprends les thèses de Jung, le symbole, on va les placer ici. Ce que disait Henri Corbin, il parle du monde imaginaire. Autrement dit, il existe un certain nombre de forces signifiantes qui habitent notre univers et qui vont organiser ces différents niveaux de réalité et leur donner du sens. Alors, pourquoi je montre ça? Simplement parce que alors, c'est quoi les symboles dont on parle ici? C'est les archétypes, c'est les mythes, c'est les contes. Et après, on a des systèmes symboliques qui permettent de comprendre comment ça marche, à savoir, par exemple, les tarots, le Yiking, l'astrologie. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? La Kabbale. Tout ça, c'est des systèmes, au fond, symboliques qui vont ordonner le monde du sens et essayer de le classifier, de donner de l'ordre et en même temps qui sont opératifs, simplement parce que c'est pas simplement des choses conceptuelles, un symbole. Les symboles sont vivants. Les symboles sont vivants. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, je reprends les travaux de Marie-Louise von Franz, par exemple, sur les nombres, dans son ouvrage fort intéressant qui s'appelle Nombre-État. Elle dit au fond la chose suivante, c'est qu'elle a travaillé sur les nombres en tant qu'archétype. Donc elle dit la chose suivante, c'est pas seulement important de comprendre les nombres, c'est de percevoir directement ce que eux, ces nombres, nous font. En d'autres termes, les nombres sont vivants, les archétypes sont vivants, les mythes sont vivants, les symboles sont vivants. Donc ce que je vous propose, c'est une exploration vivante et sensible de ce monde du sens, et pas une espèce de décodage intellectuel du système qui serait le rendre comme une peau morte et enlever sa chair. Alors la première chose, c'est que toutes ces structures, ce monde du sens, habité par des anges, habité par des mythes, habité par des dieux, habité par des grandes figures, agissent sur les différents niveaux d'organisation du réel que nous connaissons. Alors, simplement, si on se place sur le plan de l'organisme, ces mythes vont nous parler de la psychologie. Par exemple, chacun porte en soi un mythe fondateur, un ou plusieurs mythes fondateurs, que l'on peut décoder du reste grâce au thème astrologique, aux différentes techniques, et en quelque sorte habités par des forces signifiantes qui sont exprimées par la géographie mythologique. Mais on peut aussi s'intéresser à la cellule, c'est-à-dire certaines pathologies seront le signe du non-accomplissement de ce mythe fondateur. Une cellule ou un corps devient malade lorsque le mythe n'est plus accompli. On verra par exemple que pour Narcisse, les problèmes de vue peuvent être liés à ce mythe-là. Ou pour Prométhée, les problèmes d'anorexie peuvent être liés à ce mythe-là. Donc la première idée, c'est de bien voir que les structures mythologiques, les symboles, les archétypes nous habitent en permanence et que c'est eux, au fond, qui nous donnent du sens. Quel est le signe intérieur qui fait que l'on est en contact avec un archétype? C'est la jubilation, c'est la joie. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a quelque chose de vivant en nous qui est en train d'émerger, qui est en train de sortir. Donc je vous invite ce soir à explorer l'une de ces vivances de notre réalité intérieure qui est mise en image par le mythe de Narcisse. Je vous invite aussi à prendre cette soirée dans l'esprit de Narcisse, c'est-à-dire dans l'esprit du rêve, dans l'esprit de l'imaginaire, dans l'esprit de se laisser habiter par quelque chose, par une eau sensible. Dans un mythe, comme dans un rêve du reste, tous les personnages parlent du personnage principal. Donc tous les personnages que l'on va rencontrer dans cette histoire, ce sont des facettes de Narcisse. Je vais vous raconter l'histoire. Quand même. Et après, on reviendra brique par brique, pas à pas, sur son sens symbolique. Donc vous avez compris que je ne me place pas du tout ici dans une perspective psychanalytique du mythe de Narcisse, puisque la psychanalyse, si on regarde attentivement le mythe, ça a en réalité peu de choses à voir avec l'histoire elle-même,
Et c'est surtout une approche intellectuelle du mythe. Donc on n'est pas ce soir dans cette lecture. Il était une fois une nymphe très jolie, qui a pour nom l'Hyriopée, de couleur bleue azurée, qui se promenait dans un magnifique jardin, dans une magnifique nature. Et un jour, elle rentre dans un fleuve qui a pour nom le Céphise, pour se baigner. Le fleuve, la trouvant à son goût, l'enlace de ses flots, nous dit Ovide, et la violenta. De cette violence initiale naîtra quelques mois plus tard Narcisse. L'Hyriopée est très inquiète sur l'avenir de son fils, sur sa destinée. Elle va voir le devin Tirésias. Tirésias, vous savez, c'est le voyant aveugle de la mythologie grecque. Et c'est sa première prédiction à Tirésias. Elle va voir Tirésias, elle demande la chose suivante au voyant. Elle lui demande « Est-ce que mon fils vivra longtemps ?» Tirésias, vous savez, les Sibylles répondaient toujours d'une manière très sibylline, et il répondit à cette question « Oui, il vivra longtemps s'il ne se connaît pas. » Alors, la nymphe, elle repart un peu perplexe suite à cette réponse très étrange. Et la suite de l'histoire continue 16 ans plus tard. Lorsque Narcisse est devenu pas tout à fait adolescent, encore presque plus enfant, c'est un beau jeune homme qui séduit beaucoup de monde, à la fois les jeunes hommes, les jeunes femmes, qui est en même temps inconscient de sa beauté. Il va repousser tous ces soupirants qui vont vouloir s'attacher à lui. Un jour, en compagnie d'un certain nombre d'amis à lui, il se promène dans la forêt. En fait, il chasse le cerf. Une chasse un peu molle, puisqu'il finit par se perdre et s'égarer. Et à ce moment-là, il est perdu, il ne sait plus où il est, et il dit « Est-ce qu'il y a ici quelqu'un ?»« Si, quelqu'un, » lui répond Écho. Écho, à cette époque, était encore une belle jeune fille de chair et d'os, qui, malheureusement, n'avait plus que le pouvoir de répéter les sons dus à une malédiction des rats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque Zeus, vous savez, le roi d'Olympe, allait de Frodène en Frodène séduire les déesses et les terriennes pendant que Héra restait dans l'Olympe, Écho a dû lui faire la conversation pour cacher les Frodènes de Zeus. Évidemment, elle s'en est rendue compte. Et un jour, elle a puni la jeune nymphe en lui disant « Tu ne pourras plus user que modérément de ta parole et tu ne pourras plus que répéter le son. » Donc c'est ce qui est arrivé, et Écho est tombée follement amoureuse de Narcisse, qui était égaré dans cette immense forêt, mais elle ne pouvait pas lui parler directement, évidemment. Mais de quiproquo en quiproquo, elle finit par se rapprocher de lui, et Narcisse dit à un certain moment « Viens ici, réunissons-nous ». Et Écho répond « Unissons-nous ». Et elle arrive, elle enlace Narcisse, et Narcisse lui dit « Bas les mains, pas d'étreinte, hein, tu ne peux pas abuser de moi. » Et Écho répond « Abuse de moi. » La pauvre Écho, chassée par Narcisse, va finir par entrer dans une grande tristesse, dans beaucoup de souffrance, à tel point que sa chair va se dessécher, à tel point que ses os vont devenir les pierres de la montagne, les pierres de la forêt, et que seule sa voix, ses ondes sonores, se répercuteront de lieu en lieu. C'est une jolie histoire. En tout cas, Écho a été repoussé par Narcisse, et
Et Narcisse est toujours dans sa forêt, dans cet immense lieu où il se sent perdu. Il continue à marcher, il erre, et il finit par rencontrer un lieu étrange. Un lieu où nul rayon du soleil, un lieu où il y a une source. Et autour de cette source, il y a du gazon. Mais en réalité, le soleil n'a jamais percé en ce lieu-là. Aucune feuille n'est jamais tombée sur ce gazon-là. Aucun animal n'est jamais venu boire dans cette eau-là, nous dit Ovid. Narcisse arrive, il s'allonge, il regarde la source, parce qu'il a très soif, il essaie de boire, et évidemment, que voit-il ? Il voit son merveilleux visage, et il tombe d'amour pour sa propre beauté. Et là, il se passe quelque chose d'étrange, parce qu'il ne peut plus se décoller de cette image-là. Une autre soif grandit en lui, nous dit le poète, la soif de contempler son vrai visage, de contempler sa nature profonde. Dans un premier temps, il ne se reconnaît pas. Et il cherche à se saisir. Et vous imaginez bien que s'il se saisit dans une eau fluide, cette eau du lac, cette eau de la source, son image va disparaître. Alors, il est très perturbé, une larme coule, il se frappe la poitrine, et quand il voit son image disparaître, et il finit quand même par réaliser au bout d'un moment que c'est lui qu'il voit, et que tout ce qu'il désire, il le porte déjà en lui-même. À partir de ce moment-là, évidemment, la situation devient irréversible. Le texte nous dit qu'il se fige comme du marbre de Paros, que ni la faim ni la soif ne peut le détourner de sa quête, de sa vision, de son amour pour sa propre image, qui pourtant est fluide et disparaît. Mais il voit quoi ? Il voit deux yeux comme des étoiles, semblables à des étoiles. Il voit une chevelure semblable à celle de Bacchus, à celle de Dionysos. Et il finit dans sa contemplation d'amour pour lui-même, pour sa propre beauté. Il finit par se laisser mourir. Et à un certain moment, il met sa tête sur le gazon. L'histoire n'est pas finie. Il descend dans le Styx, dans l'Hadès, pardon. Le monde des morts, le monde souterrain dans la Grèce antique. Et dans ce monde souterrain, nous dit-on, il regarde encore sa propre image dans le Styx, cette rivière qui traverse le monde du dessous. Et lorsque les nymphes du monde du dessous dressent son bûcher funéraire, lorsqu'elles veulent l'emmener pour le brûler sur son bûcher funéraire, son corps a disparu, et à sa place est née la fleur sublimative, à sa place est apparu le narcisse, tel que l'on connaît aujourd'hui. Voilà l'histoire. Alors tout ça, bien sûr, parle à l'inconscient. Donc normalement, je n'aurais rien à dire, mais on va quand même donner ça. Donc comment comprendre un mythe ? Un mythe est codé dans ses images, bien sûr. Un mythe est codé dans ses noms. Et un mythe est codé dans la chronologie de l'histoire. Donc ce sont ces trois grands éléments qu'on va explorer ensemble ce soir. Alors l'Hyriopée veut dire visage de nénuphar en grec. Je ne sais jamais comment on écrit nénuphar. Il n'y a pas de... Céphise veut dire rivière de jardin. Et Narcisse veut dire narcos. Narqué, narcos. Donc quel est le code de génétique de Narcisse ? Le code génétique, il est donné par ses deux parents et par son nom, bien sûr. Donc l'Hyriopée, visage de nénuphar. Nénuphar est un terme intéressant, ça vient de l'égyptien nanouflar, qui veut dire les belles. Donc l'Hyriopée, c'est une nymphe bleu azurée, donc elle a la couleur du ciel et la couleur de l'azur. Elle est remarquablement belle, et le visage se réfère à la conscience, à la lumière de la conscience. Donc c'est une conscience de beauté, en réalité, l'Hyriopée. Donc vous voyez que l'Hyriopée n'est pas n'importe qui.
Si on regarde un peu plus le nénuphar, que fait le nénuphar? Il réunit les 4 éléments en réalité. Il plonge ses racines dans la boue, dans la terre. Sa tige traverse l'élément eau. Ses feuilles qui se répartissent sur l'eau sont sensibles à la brise. Et sa couleur rappelle celle de la lumière du soleil, donc du feu. Réunir les 4 éléments, ça veut dire quoi? Ça veut dire être libre et opératif et actif sur les 4 niveaux de conscience. Le physique avec la terre, l'émotionnel avec l'eau, le mental avec l'air et le spirituel avec le feu. Donc vous voyez que l'Iryopé, c'est un état, c'est la conscience du soi en réalité, c'est la conscience de l'être réalisé, de l'être accompli. L'équivalent du nénuphar, en Orient, c'est le lotus. C'est le lotus. Et quand j'étais en Inde, une fois par mois, il y avait une cérémonie d'adoration des pieds de lotus du maître spirituel. Adorer les pieds du maître, ces pieds de lotus, c'est reconnaître c'est un être réalisé. Et on dit aussi dans la tradition grecque du reste que les dieux marchent sur la tête des hommes. Donc le pied, au fond, du dieu, c'est le sommet de l'accomplissement de l'homme. Donc dans le pied, il y a un très beau symbolisme. En rapport avec d'autres choses, mais en tout cas, c'est l'idée que c'est le summum de la réalisation humaine. Donc l'Iryopé, c'est cette beauté spirituelle, ce visage de beauté qui va se baigner dans un fleuve, qui s'appelle le Céphise, rivière de jardin. Le jardin, c'est quoi? C'est un cosmos, c'est un résumé du monde. Le jardin, vous savez que le cosmos veut dire à la fois ordre, en grec, et beauté, qu'on retrouve par exemple dans cosmétique. Le cosmétique, c'est simplement une mise en ordre pour exprimer dans son extérieur la radiance intérieure, idéalement en tout cas. Donc Céphise, rivière de jardin, représente au fond une espèce de paradis originel, de rêve, de nostalgie d'un monde, d'une enfance parfaite, d'un monde parfait, dans laquelle est cette déesse de lumière, cette déesse de beauté qui est l'Iryopé. Donc vous voyez que alors il y a quand même un lieu de souffrance. Pourquoi il y a un lieu de souffrance? C'est le viol de l'Iryopé. Si on dit les choses par leurs mots, puisque le texte nous dit lorsque l'Iryopé entra dans le Céphise, celle-ci la trouva à son goût et la violenta. Donc il y a une mémoire de souffrance liée aux conditions de la naissance, ou natale ou prénatale. C'est important ce point, parce que c'est effectivement le lieu de souffrance de Narcisse. Pourquoi Narcisse est dans la narcose? Narcisse veut dire narcose. Narcose veut dire endormissement, engourdissement. Pourquoi Narcisse est dans la narcose? Parce qu'au fond, il y a chez lui cette nostalgie du paradis originel, du paradis perdu, de la beauté spirituelle qu'il a encore profondément ancré au fond de ses mémoires, et en même temps un lieu de souffrance originel également, qu'il pour l'instant n'est pas capable de voir. Narcisse, c'est pourquoi il refuse tous ses compagnons? Pourquoi il refuse l'amour, Narcisse, en réalité? Parce qu'il refuse la souffrance. Vous savez que l'amour, c'est quelque chose qui va toucher l'être, et donc qui va l'amener à réveiller des vieilles mémoires de souffrance, on verra lesquelles tout à l'heure. Et c'est aussi le chemin qui le mène vers son étoile, vers sa lumière intérieure. Mais pour ça, il va falloir traverser la zone de souffrance originelle. Donc voilà la nature de Narcisse. Un autre point important, c'est que Narcisse naît dans un point d'eau et il va mourir près d'un point d'eau. Donc, vous vous souvenez, il est né dans le fleuve Céphise et il va mourir près de la source, près du lac, dans lequel il se mire grâce au profond amour de sa propre beauté. Donc l'eau, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, est bien sûr un élément fondateur du mythe. En tout cas, pour bien comprendre la suite de l'histoire, c'est Tirésias qui va nous donner la clé. Tirésias veut dire celui qui prend plaisir aux signes. C'est le premier symboliste de l'histoire mythologique. Le deuxième, ce sera Chiron.
celui qui prend plaisir aussi. Tirésias est un devin aveugle. Il ne voit pas le monde extérieur, mais il perçoit la nature de la réalité intérieure. Sa vue est tournée vers l'intérieur, le monde extérieur ne l'intéresse plus. Et c'est sa première prédiction, donc elle est importante. Tirésias répond à la question de l'Ériopée qui lui dit pourquoi est-ce que mon fils vivra longtemps? Il lui dit non, il vivra longtemps s'il ne se connaît pas. Plutôt oui, il vivra longtemps s'il ne se connaît pas. Donc vous voyez que Narcisse est un mythe de connaissance de soi. C'est pas un mythe d'enfermement psychique comme l'exprime la psychanalyse. C'est pas se regarder dans le miroir et s'enfermer dans sa propre image. C'est pas non plus l'état, j'allais dire, d'élaboration du moi, le stade du miroir au sens de Lacan, par exemple, ou de Freud. C'est vraiment un mythe qui est tourné vers l'éveil. Pourquoi Narcisse est dans la narcose? Parce qu'il va devoir aller vers l'éveil. Sa mort sera sa deuxième naissance. Sa mort sera son éveil. Simplement pourquoi? Parce que lorsqu'il est mort, lorsqu'il meurt plutôt, il devient Narcisse. Il devient la fleur qu'il a toujours été, mais qu'il n'a jamais vue au fond de son propre cœur. Donc tout ce processus nous raconte quoi? Comment passer de la narcose à l'éveil en se regardant dans le miroir du lac, c'est-à-dire dans cette conscience d'amour pour soi-même qui, en même temps, est capable d'aller jusqu'au bout de sa propre vérité sans faire attention à la faim et à la soif, comme nous dit le texte. Donc c'est à ce processus que je vous convie ce soir, puisque le sens du mythe, bien sûr, est donné dans à la fois la généalogie de Narcisse et sa nature. Un autre point qui va dans le même sens, les narcisses, la fleur narcisse, sont généralement plantées dans les cimetières. Elles poussent là où c'est humide et elles fleurissent au printemps. Donc vous avez à nouveau la double connotation du sens du narcisse, c'est-à-dire rapport avec la mort, le cimetière, et rapport avec la vie, le fleurissement au printemps, lorsque le soleil renaît. Donc cette thématique, en fait, touche profondément la question de la vie, de la mort, de la métamorphose de soi à travers le processus amoureux. C'est en tout cas ce que nous dit Tirésias. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais, avant de repartir sur le fil de l'histoire, explorer le sens symbolique de l'eau. Puisque vous savez que l'eau, ici, est fondamentale, puisqu'elle donne naissance à Narcisse, le Céphise, et qu'elle va donner la mort à Narcisse, le lac, la source. La première chose, c'est que l'eau est sensible. Pourquoi l'eau est sensible? Simplement, si vous prenez de l'eau, que vous jetez un caillou dedans ou qu'une feuille tombe dessus, elle va frémir. Donc l'eau est sensible à la moindre perturbation de l'environnement. L'eau a cette chose extraordinaire, c'est qu'elle prend la forme de tous les contenants. Elle peut être rivière, lac, source, nappe phréatique, pluie, brouillard, etc. Ces formes sont multiples, ces formes sont infinies, mais sa nature est unique. En chimie, on sait que l'eau est un liquide anormal, entre guillemets, c'est-à-dire il est à la fois acide et basique. Si vous congelez de l'eau, le glaçon il sera plus gros que la quantité d'eau que vous avez mis dans votre frigidaire. Il a des propriétés électriques et chimiques qui sont uniques parmi tous les liquides, etc. Et donc c'est grâce à cette unicité et à cette universalité à la fois que l'eau a pu donner naissance au vivant, au sens biologique du terme. Donc symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que je suis unique que je deviens universel. Donc le premier message important de l'eau à Narcisse, c'est de lui dire va au bout de ta singularité, et c'est parce que tu es allé au bout de ta singularité que tu toucheras à quelque chose d'universel. Le meilleur exemple, enfin il y en a d'autres, mais un des bons exemples de ça, c'est Marcel Proust. À la recherche du temps perdu, vous savez.
Proust qui a passé sa vie à explorer ses sentiments, ses émotions, ses états d'âme, donc on est bien dans une des valeurs d'eau. Et en même temps, parce qu'il est allé au bout de sa propre singularité, qu'il a continué d'écrire toute sa vie, il est aujourd'hui traduit en 32 langues. Donc vous voyez comment... et Paul Valéry, qui était un autre Narcisse, disait, alors je vous cite de tête, mais il disait la chose suivante, Marcel Proust, en allant au bout de sa singularité, a touché à la métaphysique dont tous les mondes ont besoin. Il a touché à la métaphysique dont tous les mondes ont besoin. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire, c'est en allant au fond de son narcissisme que l'on épuise son narcissisme et que l'on touche à l'universel. Ça, c'est la première leçon de l'eau, c'est-à-dire à la fois unique et universelle. La deuxième chose, ou la troisième, c'est que l'eau est collante. Alors, tout dépend évidemment à quel niveau on parle, elle est collante ou compatissante. Si vous mettez une goutte d'eau à côté d'une autre goutte d'eau, la capillarité va faire que, ça va faire de la fusion. Donc l'eau, l'émotionnel, est collant et compatissant, cherche la fusion. Pourquoi on relie l'eau à l'émotionnel? Pour une autre raison symbolique, c'est-à-dire toutes les émotions sont liées à l'eau dans le corps. Les pleurs, c'est de l'eau. La rougeur, c'est du sang qui monte à la tête, c'est de l'eau. Les vomissements, c'est de l'eau. Les expressions du langage vont dans le même sens. Se noyer dans un verre d'eau, n'y voir que goutte et être dans le brouillard, se laisser imbiber par une atmosphère, etc. Donc toutes les expressions du langage et les gestes du corps qui parlent d'eau vont nous parler d'émotion. Donc, Narcisse est un être sensible, est un être d'émotion. Et l'eau symbolique va nous parler de la nature de Narcisse. Collante, compatissante, cherche la fusion. L'eau soutient. L'eau soutient. Si vous mettez un objet dans un verre d'eau, il va flotter, ou alors il va descendre doucement au fond. Donc, l'eau est dans il y a le mythe du sauveur, évidemment, dans l'eau, qui va chercher à soutenir les autres en permanence. Et puis, un autre point important pour Narcisse, c'est que l'eau est mémoire. Pourquoi l'eau est mémoire? Simplement parce que, si on regarde ce qui se passe dans la nature, une rivière qui coule garde, tout se dissout dans l'eau. Une rivière qui coule garde la trace et la mémoire de tous les terrains qu'elle a traversés. Vous savez aussi qu'on fait les carottes dans les pôles pour rechercher la mémoire climatologique de la Terre, climatique de la Terre. L'eau absorbe les odeurs, l'eau absorbe les couleurs, l'eau absorbe les sels minéraux, l'eau absorbe les images. L'eau est mémoire. Narcisse est un être de mémoire. On pourrait détailler d'autres choses, mais alors l'eau, d'une manière générale, est féminine. Il y a deux types de formes dans la nature, si on regarde bien. Il y a les formes rondes et les formes angulaires. Les formes rondes, comme les feuilles d'un arbre ou comme le corps féminin, renvoient à l'eau, à cette dimension du féminin. Les formes angulaires, comme cette maison ici, renvoient à une dimension objective, matérielle, concrète, et sont plus proches d'une polarité masculine. Donc à chaque fois que vous êtes dans des rondeurs, vous êtes dans du féminin. Chaque fois que vous êtes dans de l'angulaire, vous êtes dans du masculin. Or l'eau ne sait prendre que des formes féminines. Les ruisseaux, les tourbillons, les vagues, les courants dans les rivières, etc. Donc l'eau est d'essence féminine. Donc comprenez que Narcisse, lui, c'est un jeune homme, évidemment, mais il y a quelque part chez Narcisse une dimension androgyne dans le temps, parce que c'est encore un enfant, enfin c'est plus tout à fait un enfant, c'est pas tout à fait un adolescent, il a 16 ans, androgyne physiquement, puisqu'il est à la fois amoureux de Jouvenceau et de Jouvencel, et androgyne psychologiquement, puisque lui-même est à la fois dans cette dimension du mariage du masculin et du féminin. Masculin par son sexe, évidemment, mais féminin par sa nature profonde qu'il a.
par le fait que ce soit un être doux. Donc, voilà la nature de Narcisse. La nature de Narcisse est d'eau, sa mission est d'aller vers l'éveil. Comment cela va-t-il se mettre en place? Je voudrais vous lire un texte, 2 citations sur nous, pour bien positionner les choses. L'une du commandant Cousteau, la première. Mon corps délesté flottait dans l'espace. L'eau prenait possession de ma peau. Les formes des êtres humains étaient pures jusqu'à l'impudeur. Le dépouillement des gestes prenait une valeur morale. La pesanteur, je le comprenais soudain, c'était le péché originel, commis le jour où les premiers êtres sortirent de la mer, et la rédemption ne viendrait que lorsque nous y retournerions, comme l'ont déjà fait les mammifères marins. Et à cette nostalgie des origines, Hegel répond la chose suivante. L'eau est l'élément de l'abnégation, du perpétuel être pour les autres. L'eau n'a pas d'autre être que le fait d'être pour les autres. Sa détermination, c'est de n'être encore rien de déterminé. Et c'est pourquoi on l'a appelée autrefois la mère de tout le déterminé. Donc la question que pose l'eau, c'est comment passer de cette régression, cette nostalgie du paradis originel, du paradis des grandes eaux marines, vers la compassion et le fait de l'être total pour les autres. Donc ça, c'est le grand chemin de l'eau. On peut se poser la question, est-ce que la gravitation, c'est le péché originel, ou est-ce que c'est son refus? En tout cas, le mythe nous dit que Narcisse va rentrer dans la gravité. Si on se souvient que le mot grave veut dire tombeau en anglais, il va rentrer dans sa tombe, il va rentrer dans sa lourdeur, il va rentrer dans son sérieux, il va rentrer dans sa profondeur, tout au cours de cette histoire. Donc il va sortir, au fond, de cet idéalisme du paradis originel pour rentrer dans sa densité et renaître en découvrant sa vraie nature, le narcisse. Donc cet être d'eau, qui s'appelle Narcisse, Narcose, part avec ses compagnons à la chasse aux cerfs. À un moment, il est perdu et il va rencontrer Écho. Alors c'est quoi la chasse aux cerfs? C'est quoi le fait d'être perdu et c'est quoi le fait de rencontrer Écho? Le cerf est souvent le symbole du fait de sa haute ramure et le symbole du renouvellement vital. C'est l'arbre de vie en réalité qu'il porte sur sa tête. C'est le soleil du printemps, c'est le soleil de la renaissance, c'est la connaissance, on va dire, ésotérique spirituelle. On peut le décoder dans la langue des oiseaux, cerf, feu, servir le feu, servir la lumière, ce désir ce désir de quête des hauteurs par la connaissance. Donc évidemment, Narcisse, il va chasser avec ses compagnons ce haut idéal spirituel. Et il se perd. Alors on peut se demander si c'est une vraie chasse, puisqu'il ne chasse en réalité que mollement le cerf, et que s'il se perd, c'est que sa conviction, sa foi n'est pas chevillée à son propre corps. On peut se demander dans quelle mesure le narcissique, la quête spirituelle du narcissique n'est pas simplement pour le fait d'être au chaud avec les siens, avec ses compagnons, infiniment plus que simplement pour aller vers la lumière de la connaissance. En tout cas, le mythe nous dit que Narcisse doit se perdre. Pourquoi doit-il se perdre? Simplement parce que s'il ne s'était pas perdu, il n'aurait jamais rencontré Écho, et s'il n'avait pas rencontré Écho, il n'aurait jamais rencontré le lac, et il n'aurait jamais été dans l'éveil à lui-même. Donc le mythe nous met en garde d'une chose dans l'histoire. Si vous avez un mythe de Narcisse, il nous dit cette chose importante. Pour le narcissique, la quête spirituelle
en termes de connaissances, en termes d'arbre kabbalistique, en termes d'arbre de vie, est une illusion, est un piège. Pourquoi la quête spirituelle est un piège ? Parce que l'idée qu'on se fait de la réalisation spirituelle est le meilleur obstacle à cette réalisation-là. En d'autres termes, vous créez un voile de lumière qui va vous empêcher d'être en contact direct avec vous-même. Donc, le premier abandon de Narcisse, c'est d'abandonner sa quête spirituelle parce qu'il la confond probablement avec la nostalgie du paradis perdu, de ses origines. Donc c'est le premier renoncement, accepter de se perdre dans la grande forêt de l'inconscient, dans la grande forêt de son ignorance, de ses peurs, de ses angoisses, de son non-savoir, en renonçant à la chasse aux cerfs. Qu'est-ce qui va l'aider à la chasse aux cerfs ? C'est l'amour fusionnel avec Echo. Vous vous souvenez, qu'est-ce que fait Echo ? Elle se cache derrière un fourré et elle va évidemment chercher à enlacer Narcisse. Donc là, on est dans une thématique d'amour fusionnel. Je t'aime, je t'adore, je t'enlace, je t'étouffe. Et du coup, la prison dorée qui s'avère effectivement à un moment ou à un autre être un lieu d'étouffement, d'enfermement. Que nous dit le mythe ? Il nous dit la chose suivante. Il va falloir repousser Echo. Il va falloir repousser Echo. Repousser Echo, ça veut dire quoi ? Je disais tout à l'heure que tous les personnages sont dans la vie intérieure de Narcisse, bien sûr. Repousser Echo, ça veut dire repousser la parole qui répète. Repousser Echo dans nos vies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire entrer dans le silence intérieur, car le silence est le meilleur chemin pour entrer en contact avec son lac intime, avec son vrai miroir. Repousser Echo, ça veut dire faire le jeûne d'une parole qui parle sans cesse de soi-même et qui répète comme en écho, comme en infinie réverbération, les grandes images qui nous habitent dans notre vie quotidienne. Envoyer Echo dans le dessèchement, ça veut dire cesser de répéter ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris aujourd'hui dans ce séminaire ou ce soir dans cette conférence. Car la parole répétitive nous éloigne de la perception profonde et sensible du sens dont ces mots étaient porteurs. C'est tout ça, repousser Echo. Donc c'est entrer dans le jeûne de la parole. Donc deuxième étape importante pour ce cheminement vers l'éveil, si vous avez un mythe de Narcisse, bien sûr. Le premier étant le renoncement à la quête spirituelle. Car celle-ci est peut-être une illusion de lumière qui nous empêche d'être en contact avec notre vérité intérieure. La deuxième condition que nous propose le mythe, c'est renoncer au bavardage, renoncer à la parole, renoncer au discours superficiel qui nous éloigne sans cesse de nous-mêmes. La troisième rencontre que va faire Narcisse, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, c'est un personnage qui s'appelle Aménias. Aménias est l'un des nombreux soupirants de Narcisse. Un jeune homme qui s'appelle celui qui ne s'arrête jamais. Donc vous imaginez sa détermination et son désir d'avoir une aventure amoureuse avec Narcisse. Un jour, Narcisse lui fait un cadeau, il lui envoie une épée. Bien mal lui en prend. Aménias vient devant la porte de la maison de Narcisse et avec cette épée-là se suicide. Narcisse ne fait pas trop de trucs sur le moment, mais aux dieux, si. Et les dieux disent à ce moment-là, toi qui es insensible à la souffrance des autres, tu seras un jour mis dans la condition que tu as imposée à ces autres-là. Et donc tu vas toi-même souffrir du fait d'un amour impossible. Qui est Aménias ?
celui qui ne s'arrête jamais. Que représente-t-il? Une autre forme d'amour que tout Narcisse doit traverser dans son parcours mythologique. La première rencontre, j'y reviendrai tout à l'heure, Aménias, c'est l'amour victimaire. C'est-à-dire, c'est celui qui, par ses plaintes, par sa souffrance, par son statut de victime, au nom de l'amour, prend un immense pouvoir sur vous. C'est-à-dire, rien n'est plus... personne ne prend plus de pouvoir sur vous que le martyr ou que la victime. Car évidemment, on ne va pas faire souffrir encore un peu plus un martyr ou une victime. Alors bien sûr, Narcisse, dans son épopée, peut rencontrer des gens comme ça, je veux dire, dans son parcours de vie. Mais il peut aussi lui-même être comme ça. C'est-à-dire, il peut être dans le cri, dans la plainte, dans l'auto-apitoiement sur sa propre souffrance, pour maintenir inconsciemment un pouvoir dans la relation amoureuse. Donc vous avez compris que le parcours d'amour de Narcisse l'amène à dépasser 3 grandes dimensions de la relation amoureuse. La première, c'est l'attachement à sa mère. Une mère inquiète qui veut savoir quel est l'avenir de son fils, puisqu'elle va voir le devin Tirésias. Donc, attachement à la mère, et il va devoir se détacher de cette mère-là, bien évidemment. La deuxième épreuve amoureuse de Narcisse, c'est l'expérience de l'amour fusionnaire, avec Écho. J'ai enfin trouvé l'âme sœur avec qui je vais pouvoir reconstruire un paradis originel, un monde de bonheur parfait, un monde d'écoute parfaite, un monde de sensibilité parfaite et réciproque. Il va devoir traverser et rejeter Écho. Et la troisième épreuve de l'amour qui va se présenter, c'est Aménias, c'est-à-dire le fait d'être enchaîné à l'autre du fait de sa souffrance, ou d'enchaîner l'autre du fait de notre propre souffrance. Une fois que ces 3 épreuves de l'amour sont traversées, les choses commencent à devenir sérieuses. Narcisse arrive près d'un lieu, je vous l'évoquais tout à l'heure, près d'un lieu assez étrange, où nul animal, vous imaginez, une source, alors on ne sait pas très bien si c'est une source ou un point d'eau, ça dépend, les deux fonctionnent, c'est à la fois une source et un point d'eau, puisqu'il se regarde, il voit son image, et en même temps on nous parle de source dans le texte. En tout cas, il y a ce gazon autour de la source, Narcisse a soif, nulle bête, nul animal n'a jamais bu dans cet endroit-là, nulle feuille d'arbre n'est jamais tombée sur ce gazon-là, nul rayon du soleil n'a jamais éclairé ce gazon-là. Alors évidemment, les mythes n'ont rien de rationnel, parce qu'un gazon qui n'est pas éclairé est bien jaune, mais un mythe est toujours symbolique. Donc, que représente cet endroit-là? C'est un endroit sans mémoire, car aucune trace n'y est jamais restée. Aucune trace n'y a jamais porté sa marque. Première condition pour rentrer pour se regarder dans le vrai miroir qu'est le lac, c'est se mettre dans un état sans mémoire. C'est important et c'est difficile pour Narcisse. Pourquoi c'est important et c'est difficile? J'évoquais tout à l'heure que Narcisse est un être d'eau. Or, l'eau est mémoire. L'eau est sensible. L'eau va garder la trace de tous les souvenirs de son enfance, de toutes les souffrances qu'elle a traversées, de tous les rejets qu'elle a eus, de tous les amours dont elle a été comblée, et de tous les rêves qui l'ont nourrie. Et pourtant, le texte nous dit très clairement que c'est en entrant dans un lieu sans mémoire, en réalité dans un utérus, dans un ventre maternel, puisque le seul lieu sans mémoire, le seul lieu originel qui n'a jamais vu la lumière du jour, c'est ce lieu-là, n'est-ce pas? Que Narcisse va réussir sa seconde naissance. Rentrer dans ce lieu, être sans mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas savoir ce que je vais dire dans une seconde. Ça veut dire ne pas calculer pour avoir la première place au soleil quand vous êtes dans telle ou telle situation. Vous savez, vous avez fait un jeûne de 15 jours, après il y a un buffet qui est à votre disposition, il y a 15 personnes dans la pièce, qui va se précipiter pour avoir le meilleur morceau, etc.
prends une image caricaturale pour bien comprendre, mais souvent, on est dans le calcul du futur. Rentrer dans un lieu sans mémoire, c'est oublier son passé et ne pas construire des projets d'avenir. Car seul le présent est sans mémoire. Seul le présent. Donc c'est entrer dans le présent. Et vous avez ce très beau mot qui est le présent, puisque le présent est un présent. Le présent est un cadeau. Chaque instant est pour nous un cadeau donné par l'univers, par le ciel. Donc c'est cette conscience-là dans laquelle Narcisse entre, dans la conscience que, puisqu'il n'a plus de mémoire, puisqu'il n'a plus de projet, puisqu'il n'a plus d'ambition, puisqu'il ne sait pas ce qui va se passer dans la seconde suivante, qu'il ne calcule plus, il peut être totalement dans la réception du présent, qui est pour lui le plus grand cadeau de l'univers, qui lui est donné à ce moment-là de son histoire. C'est dans cette conscience du présent qu'il va pouvoir observer en lui la naissance d'une autre soif que la soif d'eau, que la soif de la source objective en tout cas, dans laquelle il va tenter de boire. Narcisse va se regarder dans le lac, dans le miroir. C'est quoi le lac ? Je reprends le terme de Gaston Bachelard. Bachelard, dans L'eau et les rêves, dit cette très jolie chose. Le lac est le vrai miroir. Pourquoi le lac est le vrai miroir ? Parce qu'au fond, lorsque vous regardez un miroir normal, c'est-à-dire poli et froid, vous ne voyez que ce que vous attendez à voir, c'est-à-dire vous-même. Par contre, lorsque vous regardez dans ce miroir d'eau, qui n'est ni poli ni froid, comme les techniciens de la science, mais qu'au contraire est profondément sensible et mouvant à chaque instant qui passe, à ce moment-là, vous voyez une dimension supplémentaire qui est votre profondeur. Le lac a une profondeur, le miroir objectif et poli n'a pas de profondeur. Ça veut dire quoi, regarder dans la profondeur ? Ça veut dire voir les mouvements, les vagues sans cesse changeantes de sa propre nature, de sa propre conscience. Qu'est-ce qui va donner à Narcisse ce courage-là de se regarder les yeux dans les yeux sans être distrait par la faim et le sommeil, nous dit le texte. C'est la conscience de sa propre beauté. C'est l'amour pour sa propre beauté. C'est donc l'amour pour notre propre beauté qui va nous amener à faire ce travail à la fois fascinant et profondément difficile de nous regarder les yeux dans les yeux, comme Narcisse a su le faire dans l'eau du lac. Que voit-il ? Que voit-il ? Il voit d'abord 2 yeux et une chevelure, excusez-moi pour le dessin. 2 yeux qui ressemblent à des étoiles, nous dit le texte, et une chevelure digne de Bacchus. On va en mettre un peu plus aujourd'hui. Dans un premier temps, il ne se reconnaît pas. Forcément, il ne se reconnaît pas parce qu'il ne se connaît pas. Est-ce qu'on se reconnaît quand on se voit dans un miroir ? Est-ce qu'on se reconnaît vraiment quand on se voit dans un miroir ? Et il est néanmoins fasciné par sa propre beauté, par ce visage extraordinaire qu'il voit face à lui. Et une si fine couche d'eau le sépare, et pourtant cette image, cet alter ego, lui semble absolument inatteignable. Quand il sourit, l'autre lui sourit. Quand il cligne de l'œil, l'autre lui cligne de l'œil. Quand il tire la langue, l'autre lui tire la langue. Et quand il lui murmure des paroles agréables, l'autre semble faire la même chose. Évidemment, Narcisse est fasciné par son double, son alter ego. Et puis, au bout d'un moment, il réalise cette chose fondamentale, nous dit le texte, que je vais essayer de vous retrouver. Il nous dit cette chose.
Tu n'es autre que moi-même, je l'ai compris. Je ne suis plus dupe de ma propre image. C'est pour moi que je brûle d'amour, et cette ardeur, je la provoque à la fois et la ressens. Que faire? Être sollicité ou solliciteur? Et que solliciter désormais? Ce que je désire, je le porte en moi-même. Mon dénuement est venu de ma richesse. Ce que je désire, je le porte en moi-même. C'est évidemment le moment sans retour. À partir de cet instant, lorsque Narcisse réalise ça, il ne pourra plus revenir en arrière. Ça veut dire quoi, réaliser que ce que je désire, je le porte en moi-même? On va essayer de le formuler autrement. Ça veut dire que le monde extérieur est le miroir de mes plus intimes pensées. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive dans mon extérieur n'est que le reflet de conditions intérieures que je n'ai pas forcément vues et encore contemplées. Ça veut dire que l'univers est suffisamment bon pour me donner tout ce que je demande, hélas, parce que je ne sais pas toujours ce que je demande, car je ne connais pas toujours les raisons profondes qui m'habitent. Ça veut dire que le monde extérieur est le miroir de ma propre réalité. Donc à ce moment-là, lorsqu'il réalise cela, il réalise aussi que, bien sûr, ce qu'il aime chez les autres, ce que nous aimons chez les autres, c'est des choses lumineuses en nous-mêmes, qui ne sont pas encore développées, mais que la vie nous propose de développer à ce moment-là de notre histoire. Ce que nous détestons chez les autres, c'est des choses que nous détestons chez nous-mêmes, et ce qui nous fait peur chez les autres, c'est des parties de nous-mêmes qui sont effrayées. Lorsque Narcisse réalise cela, la vie est sans retour, bien sûr. Parce que, au fond, le monde extérieur n'existe plus, il n'est que le miroir de lui-même. C'est cette prise de conscience-là qu'il fait dans le lac. Ce que je désire, je le porte déjà en moi-même. Et il va, à ce moment-là, réaliser, bien sûr, que cet autre, c'est lui-même. Que ce qu'il contemple dans le monde, c'est lui-même. Deux choses nouvelles vont se passer à ce moment-là. Il va se regarder les yeux dans les yeux et voir les étoiles. Le mot grec étoile vient du mot grec Esther, qui a donné le français être. Il contemple son être, il contemple sa nature profonde, il contemple sa vérité intérieure. Et il voit une chevelure digne de Bacchus. Je voudrais vous lire un texte de Mallarmé Maupassant sur la chevelure. La chevelure, c'est lourd, bien sûr. La chevelure ondoie, comme les ajoncs le long de la rivière. La chevelure est l'essence du féminin, en réalité, puisque par son mouvement, elle rappelle les tourbillonnements et les mouvements ondulatoires de l'eau. C'est un texte à propos de la chevelure d'une morte, dans une nouvelle qui s'appelle La chevelure. Elle, donc la chevelure, me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une caresse singulière, d'une caresse de morte. Je me sentais attendri comme si j'allais pleurer. Je l'enroulais autour de mon visage, je la buvais, je noyais mes yeux dans son onde dorée, afin de voir le jour blond à travers. Je l'aimais, oui, je l'aimais. Je ne pouvais plus me passer d'elle, ni rester une heure sans la revoir. Et alors, le héros de la nouvelle de Maupassant va voir un médecin quand même. Le médecin, il est bien intentionné, il lui dit « Écoutez, il faut quitter cette chevelure obsessionnelle, oubliez-la, donnez-la moi, je vais la garder dans mon tiroir. » Et évidemment, le patient en question en est mort, de la privation de la chevelure. Donc ne vous privez pas de votre essence sous prétexte de redevenir normal. Narcisse, lui, n'a pas été voir un médecin, heureusement. Il s'est contenté de regarder pleinement cette chevelure digne de Dionysos, digne de Bacchus, le dieu du vin, le dieu de l'ivresse. Un mot sur la chevelure. La chevelure, c'est quoi? Samson, vous savez, tirait sa force de ses cheveux.
les Indiens scalpaient les cheveux des guerriers morts pour prendre leur force. Et en même temps, c'est du féminin du fait de la forme et de l'ondoiement des cheveux. Donc au fond, c'est l'énergie vitale, c'est la force vitale qui annonce la mort et le démembrement et la renaissance de Narcisse. En regardant sa vérité profonde, en regardant ses yeux, il remet en mouvement une énergie de vie qui va profondément le transformer et l'amener à une renaissance, à quelque chose de nouveau. Quand vous regardez au fond de vous-même, dans le vrai miroir d'eau, dans le vrai miroir sensible, une nouvelle vitalité va renaître. Il y a néanmoins 3 pièges qui sont décrits dans les mythes et qui menacent cette quête dans l'intimité de soi-même. La première chose, c'est que Narcisse, dans un premier temps, va chercher à s'enlacer. Vous imaginez la scène, il a cette merveilleuse image en face de lui, qu'il sait être lui-même. Il tend les bras, l'autre tend les bras, il se rapproche, et voilà, et l'image disparaît. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il traverse à nouveau les mémoires d'amour fusionnel qu'il a déjà rencontré avec Écho. Vous vous souvenez, Écho a cherché à l'enlacer. Donc, en cherchant et en ne réussissant pas à enlacer sa propre image, il dénoue les mémoires d'attachement, les mémoires de fusion, les désirs inconscients d'union mystique presque avec l'autre. Ça, c'est la première traversée de ses souffrances. La seconde traversée de ses souffrances, face à cette image inaccessible, Narcisse va commencer à pleurer. Une larme va sortir de ses yeux, tomber sur la surface calme de l'eau, l'image va se troubler, et à nouveau, au désespoir, elle va commencer à disparaître. Narcisse entre dans le trouble. Pourquoi il rentre dans le trouble? Parce qu'il comprend que le moi, l'ego, sa propre image est une illusion. Il le comprend tellement bien qu'il va menacer de se suicider. En fait, il va remimer le mouvement d'Aménias. Autrement dit, lorsqu'il va rentrer dans le trouble, lorsque l'eau va se troubler, lorsque son image va devenir floutée, lorsque l'image égotique de ses propres représentations va commencer à se dissoudre, il va ouvrir sa chemise, se frapper à la poitrine. Il va remimer le mouvement d'Aménias. Et là, il traverse une seconde zone de souffrance, qui est l'amour victimaire, qui est l'amour martyr que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour aller vers la découverte, vers la reconnaissance pleine et entière de sa propre beauté, le programme de l'Ériopée, vous vous souvenez, la mère de Narcisse. Pour aller vers cette découverte-là, Narcisse doit traverser, en se regardant en face sans tricher, les 2 zones de souffrance qu'il a imposées naguère aux autres, à savoir le refus de se laisser toucher ou encore le désir d'amour fusionnel et également la douleur liée au fait d'accepter de se laisser toucher qui est liée à Aménias, qui est le fait de l'amour victime que j'évoquais tout à l'heure. Donc Narcisse traverse la souffrance. Il traverse la souffrance qui était de manière quasi ontologique marquée dans les conditions de sa naissance. Le viol de l'Ériopée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va devoir dénouer tout ce qu'il a noué au cours de ses premières aventures. Et puis le troisième piège qui va le menacer, c'est le fait l'avidité, c'est-à-dire il est fasciné, il adore cette image de lui-même. Mais dès qu'on est dans l'avidité, dès qu'on est ou son contraire en réalité, qui est l'aversion, dès qu'on est dans l'avidité ou l'aversion par rapport aux images d'eau qui surgissent du fond de notre propre inconscient, de notre propre sensibilité profonde, le lac qui a de la profondeur,
on arrête le mouvement des eaux. Autrement dit, on empêche le processus de transformation de se poursuivre. D'où l'importance d'être sans mémoire en permanence. Celui qui est sans mémoire ne cristallise pas une souffrance, ne cristallise pas un événement, ne cristallise pas un plaisir qui surgit, une aversion qui surgit, une émotion qui surgit, un frémissement d'être qui surgit. Celui qui est sans mémoire laisse passer tout ce qui surgit. Et c'est parce qu'il laisse passer que le processus peut se continuer. C'est parce qu'il laisse passer qu'il va arriver à la métamorphose et à la renaissance. Mais le mythe nous dit aussi qu'à un certain moment, troisième ou quatrième tentation, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter le processus. Il y a une voix qui lui susurre, écoute, tout ça, c'est qu'une illusion. Tout ce que tu vois, tout ce processus, c'est que mirage. C'est toi qui te racontes des idées. Il te suffit en fait de détourner le regard, de regarder ailleurs, pour que tout ça s'arrête et que tu recommences comme avant. Mais, nous dit Ovide, Narcisse devient comme du marbre de Paros, et il ne peut pas détacher son regard de lui-même, du lac. Donc, mais néanmoins, il existe cette tentation de s'éloigner, d'arrêter le processus en réalité. Parce que le processus est souffrance, parce que le processus n'est pas facile, puisqu'il demande à être sans mémoire, et Narcisse est un être de mémoire, parce que le processus demande de retraverser les expériences d'amour fusionnel et d'amour victimaire que nous avons eues de par le passé. Mais néanmoins, l'observation du regard et l'observation des cheveux dit qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il est en train d'entrer dans une métamorphose, parce qu'une nouvelle force vitale est en train de naître au fond du monde. Cette force vitale va le démontrer. Cette force vitale va le faire mourir. Autrement dit, il va mourir à ses représentations de lui-même pour rentrer et commencer à toucher du doigt sa vérité profonde. Il meurt. Il ne boit pas à la source, mais il meurt. Il ferme les yeux, sa tête se pose sur le gazon, il descend dans le monde, dans l'Hadès. Il descend dans l'Hadès. Alors l'Hadès, je vais juste faire une parenthèse sur l'Hadès, si vous permettez. C'est pas les enfers. Ça n'a du reste rien à voir. L'Hadès, c'est une grande caverne au fond de la terre, sous la terre, dans laquelle tous les morts finissent leur vie, si je puis dire. Vous savez, il y a Charon, le nauténier, qui leur permet de traverser le Styx et d'entrer dans cette grande caverne. À l'époque archaïque, c'est-à-dire avant le 6e siècle avant notre ère, tout le monde, qu'on ait été bon, mauvais, victime, canaille, forban, saint, peu importe, tout le monde allait dans cet endroit-là. Toutes les âmes, après leur mort, allaient dans cet endroit-là. C'est juste un lieu de transition avant un retour sur Terre. Et puis l'Orphisme, au VIe siècle avant notre ère, a commencé à diviser l'Hadès en deux parties, les Champs-Élyséens, où allaient les gens qui ont du mérite, qui ont réussi, etc. Et puis le Tartare. Le Tartare, seules quelques rares âmes allaient dans le Tartare. Il fallait avoir été absolument exécrable pour avoir la chance d'aller au Tartare. C'est un lieu de nescience, pour reprendre le terme de Robindo, c'est-à-dire c'est un lieu où la conscience est tellement endormie qu'il n'y a quasiment aucune chance d'éveil. C'est la fin du processus d'évolution de l'âme, si vous voulez. Donc on comprend qu'il y a peu de gens qui aillent. Et puis avec le christianisme, cet Hadès bifide, Champs-Élyséens et Tartare, s'est déplacé en quelque sorte, puisque le paradis est allé au ciel et l'enfer est allé sous terre. On sait que dans le christianisme, on met traditionnellement le paradis dans le ciel et l'enfer sous la terre. Autrement dit, l'encens est en haut et le soufre est en bas. La lumière de la sainteté est en haut et le feu du rôtissement des âmes est en bas. Bon, cette image symbolise quoi ? Simplement que l'idéalisme spirituel a vaincu
l'exploration des mondes intérieurs. Car le lieu de l'Hadès, le lieu où sont les morts, le lieu où est le repos de l'âme, est, en tout cas traditionnellement, sous terre, c'est-à-dire dans notre corps, dans le lieu d'intériorité de l'être, et non pas dans ses aspirations spirituelles les plus élevées. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté du christianisme, qui a séparé les deux en ne voyant que l'aspect lumière et en diabolisant l'ombre. Le fait de diaboliser l'ombre, évidemment, pose un problème, puisque l'ombre est notre ressource, l'ombre est le lieu et le matériel de notre métamorphose, comme le savait Narcisse. Et en réalité, vous savez, l'ombre a un immense avantage sur la lumière, c'est qu'elle peut se métamorphoser, elle peut devenir lumière. Alors que la lumière, la clarté, la conscience, quelle qu'elle soit, reste telle qu'elle, puisqu'elle est déjà dans la lumière. Je fais l'apologie de l'ombre. Donc en tout cas, Narcisse descend dans l'Hadès, et là, nous dit le texte, il se mire encore et s'admire encore dans les eaux du Styx. C'est un passage très intéressant, puisque le Styx veut dire le détester en grec. Il est suffisamment conscient de sa propre beauté pour reconnaître et observer ce qu'il déteste au fond de lui-même. Il rencontre la haine. Mais il ne peut rencontrer la haine que parce qu'il a été amoureux de son étoile, parce qu'il était amoureux de son être essentiel, parce qu'il a vu ses yeux et sa chevelure. On a bien sûr un ordre de cheminement intérieur dans le mythe. Et parce qu'il se mire encore dans le Styx, parce qu'il rencontre sa haine, parce qu'il voit sa violence la plus profonde, il va seulement après être métamorphosé en Narcisse, c'est-à-dire trouver sa vraie identité et devenir la fleur, bien sûr, que nous connaissons. Donc voilà toute l'histoire de Narcisse, vous voyez qu'on est loin de la psychanalyse, encore une fois, qui explique ce cheminement de la narcose vers l'éveil, de l'endormissement vers la lumière jaune de la fleur, par la traversée dans les profondeurs et par l'exploration et l'abandon des trois visages de l'amour. L'amour inquiet de sa mère, l'amour fusionnel d'Écho et l'amour victimaire, ou en tout cas le désir de sauveur d'Aménias, Narcisse Aménias. À quoi nous invite Narcisse aujourd'hui, en plus de cette exploration intérieure? Je voudrais vous faire part rappeler ce livre de Platon qui est l'Alcibiade. L'Alcibiade, c'est un petit livre qui était très lu au temps du Moyen-Âge, et avec 2 ou 3 autres qui faisaient partie de la bibliothèque de tous les étudiants. Et dans l'Alcibiade, Platon nous dit la chose suivante, alors de tête, il nous dit toi, mon élève, qui veut avoir des ambitions politiques, qui veut apprendre à vivre dans le monde, comment pourrais-tu le faire si tu ne te connais pas toi-même? Comment pourrais-tu le faire si tu ne te connais pas toi-même? Et vous savez qu'au fronton du temple de Delphes, sur le temple d'Apollon, était marqué bien sûr ce « connais-toi toi-même ». Donc, que nous dit le mythe aujourd'hui? Il nous dit que si nous ne sommes pas dans cette connaissance de nous-mêmes, c'est-à-dire si nous n'entrons pas dans ce processus que nous propose Narcisse, nous n'avons aucune légitimité pour réaliser des choses dans le monde. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'évidence. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas conscients de nos représentations et des illusions que celles-ci comportent, des constructions mentales, émotionnelles, spirituelles que celles-ci ont élaborées, nous risquons de les projeter sur le monde, dans nos constructions. Et à ce moment-là, on ne va plus répondre à un besoin de l'univers. Pour vous prendre une autre image,
plus nous élaborons des tours qui sont hautes dans notre extérieur, plus nous devrions explorer en termes d'imagination créatrice et de vécu leur reflet dans les eaux du lac, dans les eaux profondes. Car si ces grandes tours ne trouvent pas de reflet dans les eaux profondes, elles sont purement objectives et non plus la vivance du ressenti émotionnel et la clarté des eaux profondes. Et à ce moment-là, elles sont comme mortes. Donc je vous invite à tenir ces grandes tours dans leur gratte-ciel, c'est-à-dire dans leurs ambitions verticales, mais aussi à rester dans le contact, dans la fidélité, c'est-à-dire dans la foi, fides, à cette image qu'elle renvoie dans les eaux sensibles de notre profondeur, de notre être réceptif, ouvert à quoi? Ouvert à la bonté de l'univers, ouvert au dessein de l'univers. Car on pourrait dire aussi que ces grands chantiers, s'ils ne sont pas en harmonie avec la volonté du ciel, l'univers les abandonne. Donc, je vous invite, je vais conclure là-dessus, mais je vous invite à... mais je vais vous donner une autre image. C'est en allant au fond de son narcissisme que Narcisse a épuisé le narcissisme. C'est en allant au fond de lui-même qu'il a découvert sa source. C'est parce qu'il a découvert sa source, c'est-à-dire qu'il s'est désidentifié de tous ces systèmes de représentation, de toutes ces images. C'est parce qu'il a découvert sa source qu'il peut rencontrer la source de l'autre, qu'il lui-même a découvert sa source. Parler d'âme à âme, parler de source à source n'est possible que parce qu'il est devenu pure subjectivité, totalement lui-même, et parce qu'il est devenu totalement lui-même, il peut voir l'autre comme une plénitude subjective, et non pas, comme on le fait le plus souvent, être dans un rapport sujet-objet au monde extérieur. En d'autres termes, c'est parce que je suis descendu dans ma source que je peux contacter la source de l'autre, parler à son âme, et ces deux sources, en fait, sont les deux parmi de nombreux autres courants qui nous relient à la Grande Mer, c'est-à-dire à l'océan universel qui est à la fois antérieur et intérieur à nous-mêmes et que certains appellent Dieu ou que certains appellent la compassion universelle, l'amour universel. Je voudrais vous inviter, pour terminer, à mourir avant d'être mort. Merci.